Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Le Point est une courtoisie de MSC Trading et la BNC. Le plan épargne retraite BNC, une assurance pour votre famille et vos employés. Madame, monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. C'est toujours un plaisir d'accueillir le professeur Auguste Demesa sur le plateau. Et d'autant que c'est pour la fête Noël. C'est une très bonne occasion, professeur. Oui, c'est une très bonne occasion. Non seulement c'est la fête de Noël, mais aussi c'est l'arrivée d'une nouvelle année. Je préfère parler de l'arrivée du renouveau, au lieu de parler d'une année qui s'en va. Parce que cette année qui s'en va, on doit l'oublier. Pourquoi doit-on l'oublier? Il n'y a pas de beaux souvenirs, il n'y a pas de choses intéressantes qui auraient pu marquer cette année? Non, je pense que ce qui a marqué cette année, ce sont les tueries, ce sont les crimes, ce sont les assassinats. C'est la décote de la gourde accélérée, c'est la misère qui augmente, c'est une crise alimentaire annoncée par le Conseil national de la sécurité alimentaire. Je pense que très peu de gens ont retenu cette partie du rapport du CNSA, ce qui est tout à fait malheureux. C'est aussi l'année de la continuité avec le shit love, avec des comportements aberrants, avec une incapacité réelle de poser les problèmes profonds de ce pays, et une crise humanitaire qui s'annonce. Et à travers tout ça, la haine, la désunion, l'absence d'unicité, l'absence d'unité, et l'incapacité d'amorcer un dialogue vrai, honnête et sincère. Là, vous dressez un tableau sombre, noir, critique et même révoltant, et qui encourage à quitter le pays, professeur. Bon, je prendrai 2 minutes, Wendell, et tu vas le comprendre. Moi, j'aimerais dédier cette prise de parole d'aujourd'hui à ce grand monsieur, l'évêque citoyen Guy Poulard. Parce que dans mes rencontres avec Guy Poulard, j'ai vu avant tout un monsieur avec une grande dignité. Et j'aimerais lui rendre un hommage public. C'est un évêque qui s'est engagé dès sa prêtrise à Jacmel, au Caille, et aussi à Port-au-Prince. Malheureusement, 1 an après l'abandon de ses fonctions officielles d'évêque, il est parti avec un cancer fulgurant. J'aimerais dire que ce monsieur a marqué tellement de gens. Moi, il m'a marqué avec sa simplicité, sa capacité d'absorber et son courage en différentes occasions. Je n'oublierai jamais le 29 mars 2016, quand on lui a demandé d'organiser une messe d'action de grâce à la cathédrale pour les 29 ans de la Constitution. Il s'est impliqué, et son homélie avait glacé les gens qui étaient à l'intérieur avec cette véracité venant du cœur. Parce que pour moi, c'est un grand monsieur. Et au deuxième groupe que j'aimerais dédier cette prise de parole, c'est à ces jeunes. Non, mais avant. On devrait au moins profiter ou encore saisir l'occasion pour annoncer que ces funérailles auront lieu demain. Oui, ces funérailles auront lieu demain. Je crois qu'il y a une veillée pastorale à l'église du Christois. Et je pense que vous soyez catholique, que vous soyez chrétien, que vous soyez vaudouisant, que vous soyez musulman, allez saluer ce monsieur. Ce grand homme. Oui, pour moi, pour moi, il m'a marqué. Bon, je ne dirai pas plus. On avait aussi des projets communs, malheureusement. La maladie nous a empêchés d'initier ces projets parce qu'on rêvait de créer un centre de réflexion politique et philosophique. Ensemble, en partant de tout ce courant de l'existentialisme chrétien, Merleau-Ponty, Heidegger, et aussi l'existentialisme athée, Sartre, et d'essayer de comprendre avec l'école de Francfort. Et on allait créer ça pour des jeunes, les former, pour former de nouveaux leaders. Parce que c'était ça son inquiétude, de quitter cet Haïti, de quitter ce monde matériel, sans ne pas léguer à ce pays une jeunesse préparée pour être député, sénateur et ministre, pour sortir de ce cercle véreux, de la médiocrité, j'insiste, de la médiocrité et de l'absence totale d'éthique. Il y avait un rappel que vous souhaitez faire aussi. Moi, je veux saluer le courage de ces jeunes qui se sont installés depuis hier soir devant la Cour supérieure des comptes. Et comme ils le disent eux-mêmes, ils ne sont pas là pour demander compte, ça veut dire qu'ils ne sont pas là pour goumer à moun, ils sont là pour demander règlement de compte. Donc, 77% de la population vivant avec moins de 100 gourdes. Et nous connaissons le coût de la vie. Près de ces 77%, d'après le CSNA, il y a quand même près de la moitié qui vivent en insécurité alimentaire et proches de la famine.
Et nous constatons qu'hier, il y a eu des voitures sans immatriculation, avec des vitres teintées, qui parcouraient la zone. Il y a eu beaucoup de voitures officielles, beaucoup de services de l'État, services teintés, pour essayer de faire peur à ces jeunes. Moi, je respecte leur courage et je crois qu'ils sont dans la droite ligne de ce évêque citoyen, parole de notre ami Blaise, de cet évêque citoyen pour dire non. Non à l'innommable, non à l'inacceptable, de ce tableau dont nous venons de dresser, malheureusement. Alors, on peut revenir au tableau. Oui, si nous prenons les indicateurs macroéconomiques, bon, tout le monde les connaît, on ne va pas les rappeler ici, mais ce que beaucoup de gens refusent d'accepter, ce sont les conséquences de ces indicateurs sur la microéconomie, sur le panier de la ménagère. Or, quels sont les efforts qui ont été entrepris pour trouver des réponses originales? Si nous prenons l'acte sacramentel de tout État pour répondre aux besoins de sa population, c'est le budget. On analyse le budget ça sous tous les angles. Il est clair que les grands gagnants sont le Palais national, la primature, le législatif, 119 plus 30, 149 personnes, qui ont 3,5% du budget de la République. Malgré que le social. L'on prend Université d'État, pour 15 000, 20 000 étudiants, on gagne 1,1% du budget. L'on prend budget de la santé publique, on croit 6, 4 ou 4, je crois, presque 5. Oui, mais bon, il faut que pour y aller ça. On reconnaît ça. Non, sous prendre en gourde, bon, il faut. Sous transformer gourde. Non, alors par rapport à l'année dernière, sous transformer gourde ça par rapport à dollar, le montant en dollars est inférieur. Or, les intrants sont achetés en dollars. Donc, ça veut dire que il a augmenté le budget, hein, mais le pape acheté plus gaz, il ne pas droit à plus médicaments, il ne pas droit à rien en plus. Parce qu'il faut prendre en termes réels la capacité de dépenser. Or, la référence monétaire en termes de capacité de dépenser pour répondre aux besoins de cette population demeure le dollar américain. Donc, il n'y a pas eu beaucoup d'efforts. Le budget de l'éducation nationale est passé de 14% à 12%. Est passé de 350 millions à peu près 259 millions. Donc, ce sont les impacts aussi de la dévaluation de la gourde. Et cette décote de la gourde, il y a des facteurs très simples. Il y a des facteurs très simples. Mais il y a une absence totale de volonté. Facteur très simple, vous avez dit, à la base de la décote de la gourde. En plus des grands paramètres définis par les économistes, le déficit budgétaire, le déficit de la balance commerciale. Nous sommes à 5 milliards d'importations, à 1 milliard d'exportations. Nous importons près de 2 milliards de dollars de produits alimentaires. Nous exportons peu. Nous exportons pour 1 milliard seulement. Nous ne produisons pas assez. Notre source de survie, l'État Sahara, ce sont les transferts des Haïtiens vivant à l'extérieur vers leurs parents et leurs familles. Sinon, ce serait la faillite. Nous sommes à 2 milliards 2, 2 milliards 6 là. Je prends des exemples simples. Nous importons 1,2 million chaque jour de la République dominicaine, au coût de 5 gourdes. Donc ça veut dire que nous avons à payer à des fournisseurs dominicains chaque jour 5 millions de gourdes. Quand Auguste de Meza, citoyen importateur, paie à Don Ossé 5 millions de gourdes, Don Ossé accepte mes 5 millions de gourdes. Mais immédiatement après, il remet à un autre haïtien les 5 millions de gourdes et cet haïtien va acheter des dollars sur le marché informel haïtien. Combien de temps qu'il prend pour produire un œuf? Dès qu'il y a une pondeuse de 14 semaines, nous aurons 28 œufs chaque 30 jours. Donc, si on a 2000 pondeuses, chaque jour, on a au minimum 1800 œufs. Pourquoi il n'y a pas de mesures concrètes qui sont prises pour réduire au moins l'importation d'un produit simple? La question qu'il faut se poser, quels sont les importateurs d'œufs de la République dominicaine? Parce que sur chaque œuf, cet importateur réalise un profit de 50 centimes.
Donc chaque jour, il y a des importateurs d'œufs qui se tapent 500 000 gourdes, multiplié par 30. Ça fait 150 millions de gourdes. Avec 150 millions de gourdes, la douane n'existe pas. La DGI n'existe pas. Il y a des députés qui sont impliqués sur la frontière, et on les connaît. Il y a aussi des sénateurs qui sont impliqués sur la frontière, et on les connaît. Je pense qu'on pourrait résoudre ce problème. Comment? À l'Abadi. Vous parlez de sénateurs, vous parlez de députés. Oui. Ils vont chercher les camions. On a vu ces scènes sur Facebook. Des camions qui rentrent sur des députés, des sénateurs, avec leur groupe armé, qui font franchir ces conteneurs. On l'a vécu dernièrement à Ouanamet pour des conteneurs de ciment. Nous n'avons, prenons le ciment. Je vois qu'on appelle la CINA cimenterie nationale. C'est la plus grosse, l'un des plus gros mensonges qu'on entretient dans ce pays. La cimenterie nationale n'existe pas. Nous avons une entreprise d'ensachage de ciment. Appelons la CINA ce qu'elle est réellement. La CINA n'est pas une cimenterie. La CINA achète du ciment en vrac et le met en sachet. C'est un vulgaire ensacheur. Un vulgaire ensacheur. Ce qui est surprenant et aberrant, c'est que l'État est propriétaire à 30-34% de cette entreprise. Et qu'en face de la cimenterie nationale, tout autour du lac Azuéi, il y a du clinker. Nous avons toutes les matières premières pour produire du ciment. L'État est complice de ces choix politiques économiques, mais l'État de ce crime. avait fourni quelques explications disant que avec la cimenterie d'Haïti, cela coûtait de l'argent, beaucoup d'argent à l'État, alors que la CINA donne l'argent à l'État. En faisant de sachage. Bon, écoutez... Écoutez, je ne suis pas économiste, mais je crois que ces gens qui essaient de justifier cet état de choses au niveau de la cimenterie ont dû étudier sous les bancs. Et sont, même s'ils ont des doctorats en économie, en finance, en n'importe quoi, pour moi, ce sont des traîtres à la nation. Maintenant. Ils sont des traîtres à la nation. Il faut les juger. Voilà des par rapport à ce cas précis. Un autre exemple. On importe pour près de 300 millions à 400 millions de noix de coco de la République dominicaine. Est-ce qu'on ne peut pas se dire qu'en 1er janvier 2019, au 31 décembre 2019, nous allons mettre en terre 20 000 cocotiers. On ne va pas résoudre le problème en un an. Mais dans 3 ans, 4 ans, on va voir l'impact de ces 20 000 plantés chaque année, ces 30 000 plantés chaque année. Donc il y a des choix économiques à faire. Différents de ce paradigme dominant de s'enrichir. Parce qu'il faut être très clair, Wendell. Et je veux que les gens comprennent. Le peuple haïtien n'existe pas, sauf dans la Constitution. Nous avons des gens qui habitent un même espace, un même territoire, et qui vivent en parallèle. Il y a eux, il y a les autres. Eux, c'est Pétionville. Eux, ce sont les restaurants de Pétionville, qui ne sont pas en crise. Ce sont les grands hôtels, ce sont les grands magasins. D'ailleurs, la Chambre de commerce a décidé de financer l'alimentation des policiers de Pétionville. Pour assurer la sécurité de qui? Pas de la Saline, pas de Cité Soleil, mais leurs propres intérêts, leur propre commerce, pour qu'ils puissent aller faire leurs achats avec leurs enfants, pour qu'ils puissent aller au restaurant, prendre un pot avec leurs copains, ce qui est tout à fait normal. Ils ont travaillé, ils doivent aussi se divertir. Mais on ne peut pas. Alors c'est ça. Nous allons maintenant, en Haïti, il y a Pétionville, il y a les No Man's Land. Nous sommes réellement en plein apartheid. D'ailleurs, même l'opposition assume. Il y avait une note de l'opposition qui disait « Nous allons rester dans la ville pendant 5 heures de temps. » Séjourner, j'ai trouvé le verbe, nous allons séjourner. C'est comme si ces gens estiment dans leur tête, comme ils sont des non-haïtiens, ils sont des non-citoyens, le seul moyen pour eux de séjourner, entre guillemets, à Pétionville, c'est dans le cadre d'une manifestation. Ce verbe, anodin, traduit un mal-être. Donc il y a eux et les autres. Et vous pensez que l'opposition a accepté cette situation? Ah oui, l'opposition accepte. Dans son discours. Ou bien est-ce que c'est de façon inconsciente? Ou bien est-ce que les opposants sont conscients Je préfère croire que c'est inconscient. Ils l'ont utilisé pour mobiliser la population démunie. Mais cette
utilisation de mots mal placés, parce qu'il y a quand même un mot a un sens, une signification, et chaque mot charrie un ensemble de valeurs. Allez lire Michel Foucault, les mots et les choses. On pourrait dire aussi, au lieu de dire mobiliser, orienter, canaliser. Orienter, canaliser. Donc alors on arrive, on finit par intérioriser ceci, que nous sommes des non-citoyens, nous ne sommes pas autorisés à être là. Et c'est un truc. Oui, mais ça, est-ce que c'est dans la tête des gens ou ça c'est dans la tête des gens. Parce que regardez la beauté de Delma. Je ne vais pas faire de la publicité pour le maire de Delma. Regardez la beauté de Delma, la propreté minimale des rues à l'intérieur, la grande artère, l'autoroute de Delma, on ne peut pas la garder propre, il y a trop de va-et-vient. Mais quand on rentre à l'intérieur de Delma, du côté de la mairie, on voit qu'il y a un effort de garder cette ville propre. Si on va regarder la décoration, ça ressemble à Miramar, la ville millionnaire de la Floride. On est clair que... Et vous n'exagérez pas? Non. Moi, je crois que nous sommes à cette situation. Il y a eux et les autres. Nous ne constituons pas une population, nous ne sommes pas un peuple. Nous sommes peut-être un peuple historique, mais actuellement, nous ne sommes pas un peuple. Et nous vivons en ligne parallèle. Et à l'intérieur de chaque groupe, il y a des sous-groupes. Parce que quand nous prenons dans la misère des autres, il y a ceux qui vivent aussi à Cité-Caton. Quand il pleut, ce n'est pas Cyclone Mathieu passé qui volait à tête caillou. C'est pas goudou qui effondre caillou, c'est un élément naturel qui est bénéfique pour la nature, la pluie qui chire caillou. Est-ce que là, nous sommes capables de parler d'inégalité trop criante? Parce qu'il y a des gens qui sont capables de suivre nous là, et Auguste de Meza, et puis on dit comme ça qu'il y a une inégalité dans pile l'autre pays dit développé également. Est-ce que ce sont les inégalités que vous êtes en train de dénoncer aujourd'hui? Ou bien est-ce que c'est plus qu'inégalité, vous avez dit? Je vais répondre de plusieurs manières. Premièrement, l'État a une responsabilité pour le mettre en place, pour le répondre aux besoins primaires, que tout le monde connaît, d'après l'échelle de Maslow. Et même quand il y a un 5, les Occidentaux ont créé un 6e, les loisirs. Parce qu'ils estimaient que les loisirs là, sont un besoin primaire. Donc l'État vient pour le garantir minimum vital là. Or l'État accepter que 77 populations à vivre dans la misère. Deuxième élément. Dans toutes ces sociétés, il y a des fondations. Et ces fondations mettent en place des structures, des institutions et des politiques pour venir en aide aux plus démunis. Moi, en République dominicaine, je sais qu'il y a un groupe informel, ce sont les femmes des grands entrepreneurs, les femmes d'affaires, qui se réunissent chaque dernier jeudi du mois dans un restaurant de la capitale et qui mangent ensemble. Et qui cotisent, et ces femmes, avec leurs cotisations et d'autres fonds collectés, arrivent à donner à peu près à 4000 femmes enceintes à partir du 3e mois, et jusqu'à, après leur accouchement, 6 mois, un appui alimentaire, pendant 12 mois. Moi, je vois les femmes d'Haïti, dans les grands restaurants, elles croisent leurs pieds en mettant bien en évidence la semelle de leurs chaussures, pour au cas où que semelle chaussure rouge, c'est le plus grand bottier français. Et ces chaussures se vendent à 5 000, 6 000 $. Nous les voyons dans les restaurants de Pétionville, sans retenue, leurs jambes levées, juste pour montrer la semelle de leurs chaussures. On voit parfois le fond de leur culotte aussi. Vous voyez tout ça? Tout ça, je regarde. Il y a ça. Il y a donc cette absence aussi d'humanité, d'humanisme et d'humanitude de la part de nos possédants. Quelle fondation qu'ils ont. Mais vous avez parlé tantôt de ces gestes humanitaires que ces femmes-là acceptent de faire. En République dominicaine, oui. Ah, c'est en République dominicaine? En République dominicaine. Ah, je croyais que vous parliez d'Haïti. Non, je parle des femmes en République dominicaine. Je dis que les femmes en Haïti vont dans les restaurants, croisent leurs pieds de façon à ce qu'on puisse voir le dessous, la semelle de leur chaussure. De couleur parce rouge. Que la chaussure est de couleur rouge. Ça s'appelle béniton, bénichon, je ne sais pas, buiton, je ne sais pas. Juste pour qu'on voit ces chaussures qui valent 5 000, 6 000 $ américains la paire. Combien de gens qu'elle aide? Personne. De manière structurée, de manière structurante. Donc il faut se poser aussi cette question. Et c'est là qu'il y a plus d'inégalités. Moi je dis qu'il y a un fossé. À un moment, on avait des pelles pour creuser ce fossé. Après, on a été chercher un marteau-piqueur. Maintenant, nous avons des excavatrices et nous creusons de plus en plus ce fossé. Cette distanciation entre eux et autres. Eux ne voient pas l'autre. Et l'autre, malheureusement pour eux, les voit. Les voit. Les voit et se questionnent. Si les eux ne se décident pas, si les eux
ne retirent pas leurs ornières pour voir à gauche et à droite. Vos murs, vous pouvez les élever comme dernièrement après la dernière crise des 6-7 juillet. Vous pouvez élever vos murs à 3,50 m. Vous pouvez mettre des fils électriques, vous pouvez mettre du barbelé. Vous pouvez augmenter le nombre de chiens, de Doberman, de Waterman, de tous les man que vous voulez mettre. Vous pouvez acheter sur le marché noir toutes les grosses cylindrées d'armes. Parce qu'une M16 se vendait à 2500 après la crise, la M16 se vend sur le marché noir. Bon, marché noir, parce qu'il n'y a pas de magasin, mais c'est un marché connu de tout le monde. Se vendait entre 7000 et 7500. Vous pouvez tous les acheter. Vous pouvez même acheter des grenades, parce qu'il y a un marché de grenades aussi. En Haïti aujourd'hui. Oui. Vous pouvez tout acheter, tout ça. Vous ne serez jamais en sûreté. Parce qu'il y a une foutue différence entre la sûreté et la sécurité. Moi, j'ai regardé... Mais qui peut assurer cette sécurité? Qui peut assurer cette sûreté? Ah, mais il faut aller vers l'autre. Il faut que eux aillent vers l'autre. Vers ce que j'appelle moi les autres. Il faut que les eux aillent vers les autres. Et contraignent l'État. Mais là, vous parlez... Et contraignent l'État à changer de philosophie. Parce que l'État n'est pas seulement complice, mais l'État orchestre, organise, planifie. Regardons ce qui s'est passé à La Saline. Regardons ce qui s'est passé à Cité de Dieu. La police s'est arrangée pour avoir une clinique mobile après les interventions policières. Et après, vous voyez les gens du Fayès, au nom de quelle foutue chrétienté, auquel mensonge par rapport à tout un peuple, qui distribue, on ken du riz, avec on cuisse poule importée sur lui. Je suis sûr et certain qu'ils ne donnent pas ça à manger à leurs enfants. Je ne vois pas ce que ça rapporte à ce pays, sauf 10% d'intérêt à ceux qui organisent cette vaste mascarade. Pour entrer, ça peut être une étape, je l'accepte. Nous importons. Mais excusez-moi, ça prend 42 jours pour avoir un poulet. Le poussin à un jour, 42 jours après, on l'abat. Arrêtons d'importer. Arrêtons d'importer. Et nous allons exercer moins de pression. Le déficit de la balance commerciale va donc connaître une certaine baisse. On va avoir moins de pression sur le dollar. On va retrouver un peu, et certainement un peu de dignité, c'est important. Nous allons créer des emplois, et graduellement, de 2 milliards de dollars américains d'importation alimentaire, de zèle poule, de zo cochon, de cuisse codène, etc., ou de du riz pépé avec les rats de pépé et tout, on peut arriver à réduire ça dans un plan quinquennal. On dit, dans 5 ans, nous réduisons chaque année de 10, de 20, de 50, de 100 millions de dollars. Merci. Et nous allons arriver à une autre étape. Merci, Auguste Demeza. On va observer la pause et au retour, on va un peu parler de la sécurité et on essaiera aussi de parler des événements meurtriers survenus à La Saline. Oui, avec plaisir. Vous suivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Notre invité ce matin, le professeur Auguste Demeza. Merci de l'intérêt. À tout de suite après la pause. Le Point est une courtoisie de MSC Trading et la BNC. Le plan épargne-retraite BNC, une assurance pour votre famille et vos employés. Merci, madame, monsieur, de votre patience et de l'intérêt. Auguste Demeza est notre invité ce matin. Professeur, on parle de dialogue actuellement en Haïti. Est-ce que vous pensez que ce processus mené d'un côté par le Premier ministre et de l'autre par Gabriel Fortuné, est-ce que vous pensez que la montagne ne va pas accoucher d'une souris? Je vous avais oublié un autre acteur. Il y a toute une commission travaillant sur les états généraux sectoriels qui existe toujours. Et je ne sais pas ce que fait cette commission. Mais au niveau, c'est une commission présidentielle qui, son mandat n'a pas encore pris fin. Et je constate qu'ils sont à Montréal, ils sont à Boston, ils sont à New York. Dernièrement, ils étaient à Paris. Donc, pour rencontrer les Haïtiens vivant à l'extérieur, très bonne initiative. On ne voit pas de quoi que cette commission va accoucher. Et j'ai quasiment la certitude que cette commission va avoir les mêmes résultats que cette commission sur la jeunesse, pour l'intégration et l'insertion de la jeunesse. Je ne sais pas combien ça a coûté, mais je sais que cette commission sur la jeunesse a eu beaucoup de rencontres dans les hôtels. Et jusqu'à présent, il attend une politique. Là, on en profite pour féliciter l'ancien ministre de la Jeunesse, M. Lescouflair, qui a produit 3 documents fondamentaux pour ce pays. Un document sur une politique de jeunesse, une politique d'action civique et une politique des sports. Et je ne crois pas que les ministres qui se sont succédés aient jamais pris le temps de les lire.
Donc moi je ne crois pas. Cette commission des États généraux a échoué. Nous allons, maintenant, le président a décidé au cours d'une conférence de presse, moi ce que je trouve totalement mal placé, c'est pas au niveau même d'une conférence de presse ou d'une déclaration à la nation qu'il fallait désigner le Premier ministre en tant que patron de ce nouveau dialogue. Or, le Premier ministre a produit un pack de gouvernabilité comportant 7 points. On en reviendra là-dessus un petit peu. Et enfin, en même temps, est-ce que c'est de manière officielle ou de manière officieuse? On ne sait pas. Patatras, je suis un magicien, j'entends à la radio que M. Fortuné est désigné par le président. Bon, il n'y a pas eu de déclaration présidentielle comme dans le cas du Premier ministre. Est-ce que M. Fortuné a eu un ordre de route? Pas une feuille de route, une feuille de route. C'est subalterne petit ou une feuille de route. A eu un ordre de route, a eu une conversation pour dire voilà son mandat, voilà ce qu'il peut faire, voilà l'accompagnement qu'il peut donner. Ça, je ne sais pas. Mais moi, je crois, et je demeure convaincu, et je me réfère à ce grand disparu, Dionep Delpé. On peut me parler d'états généraux, on peut me parler de dialogue national. Moi, je demeure convaincu qu'il y a une différence épistémologique fondamentale entre états généraux, dialogue national et conférence nationale souveraine. Moi, je ne cesserai de plaider comme Dionep Delpé pour une conférence nationale souveraine. Autrement dit, un chit attendé avec des Haïtiens et entre Haïtiens. Entre Haïtiens et tous les Haïtiens. Parce que là, moi, je constate qu'on rencontre, on va dans les villes de province, dans les chefs-lieux de département, on rencontre les chambres de commerce, on rencontre, entre guillemets, ce que c'est eux appellent les gens de bien. Mais où sont les gens des bidonvilles? Qu'est-ce qu'ils veulent? Où sont les associations paysannes? Pas les associations paysannes qu'une petite aile de la bourgeoisie veut créer des entreprises agricoles sur 400 carreaux de terre, entre Gantier et d'autres zones pour s'approprier les terrains du domaine de l'État. C'est pas ça, on va parler. Les vrais paysans. Moi, j'étais dans les hauteurs de la Croix des Bouquets, je parlais avec des paysans qui sont diplômés. Oui, mais il y a des gens qui disent comme ça. Est-ce que Gogo est bien placé pour parler de vrais paysans? C'est pas qu'on vit eux-mêmes, c'est pas qu'on vit la vie des vrais paysans. Bon, chacun peut dire comment j'en parle. Moi, j'en dis que je suis expert dans toute bagaille. Non, on parle de paysans. Paysans. Oui, il faut aller les voir et les écouter. Oui, mais est-ce que ça suffit? Non. Ça ne suffit pas? Non. Pas aller les voir seulement, parce qu'on peut les voir de temps en temps. Non, il faut aller... Il faut créer des passerelles pour que le dialogue et pour que parole puisse prendre. C'est pas dialogue, il faut que parole puisse prendre. Or, c'est là, mais il faut rencontrer les syndicats, il faut rencontrer les ouvriers, il faut rencontrer les chauffeurs de moto, il faut rencontrer les chauffeurs de taxi, de tap-tap. Donc sans exclusive. Sans exclusive, c'est pas, excusez-moi, je ne vais pas le dire parce que c'est pas ni forum économique, ni chambre de commerce, ni association patronale, ni BAO, ni groupe Sayo pour définir ça. Et c'est ça la différence. Mais c'est qui qui va le définir maintenant? Il faut qu'on rencontre tout le monde. Il faut qu'on parte de rencontres communales, que nous arrivions à des rencontres départementales, que nous ayons des cahiers de charges qui disent voilà ce que les gens veulent. Ça va prendre du temps. Est-ce que vous avez des pays dans l'expérience pour, dans l'étude pour, qui fait sortir à la... Il y a le Bénin. Il y a le Bénin. Et qu'est-ce que ça a donné? Le Bénin a décollé. Il y a l'Afrique du Sud. Ok, mais le Bénin a mis combien de temps? Le Bénin, ça a pris... bon, je peux pas, j'ai oublié, je ne vais pas m'engager. Mais au départ, il y a eu un document de générosité très large qui a été obtenu après la chute, après le coup d'État contre Kérékou. Ils ont construit une promesse de pays, ils ont continué à travailler. Le problème, Auguste de Meza, professeur, c'est que nous, nos situations, et ceci depuis 1804, c'est qu'on s'en toujours y est. Nous pas jamais entendre nous, pas jamais gagner unité. Et tout secteur dit il faut, il y a que il faut. Mais c'est comme si là, chaque fois il y a parlé, responsabilité, vous voulez voyer sur tous les gouvernements qui se sont succédés de 1804 à nos jours. Ou pas senti véritablement l'implication des secteurs organisés, les secteurs organisés de la société. Mais ce n'est pas seulement Auguste de Meza qui a venu dans la métropole, mais qui a dans l'autre radio, qui a dit voilà ce que tu as de fait, et qu'on sentit que tu as une prise en charge, mais dans l'intérêt du pays, pas dans l'intérêt d'un clan,
dans l'intérêt du pays, véritablement, côté que vous dit, OK, voici un plan de développement que nous proposons et que nos dirigeants seront tenus de mettre en application ce plan. C'est ce qui est arrivé au Bénin, c'est ce qui est un petit peu arrivé dans d'autres pays africains, où à partir d'une conférence nationale souveraine, il y a un plan pour les 25 ans. Le nouvel élu peut ajouter certains éléments, mais le canevas, l'ossature de ce plan de développement doit être respecté. Au lieu de construire un hôpital dans le sud, il peut dire qu'il va donner la priorité dans l'Artibonite pour des raisons X, Y, Z. Mais il y a donc une vision. Et c'est ça le problème de ce pays post-86. Vous prenez n'importe quel budget, il y a une liste incongrue, une liste absurde dans le sens kafkaïen d'activités, même pas de projet, mais pas gagné un programme de développement. D'après moi, justement, professeur, dis-moi et dit auditeur, à partir de qui ça, nous avons considéré 86 comme une date référence? Son date référence qui perd du sens libre pour moi. Mais parce que pas de date référence encore, non? Non, pas sûr. On a qui belle parce qu'on a battu nous menti. À ce moment-là, quand on constate. Qu'on dit que pour l'histoire, pour l'histoire, on retient la date. On retient la date, mais seulement quand dit Duvalier est parti, il ne faut pas l'oublier, nous n'avons pas renversé Duvalier. Duvalier a désigné un gouvernement de succession et il a pris l'avion et il est parti. C'est là où nous sommes battus nous menti. Oui, nous étions en phase 2, mais l'Américain a kidnappé ce mouvement. Donc c'est pour y souffler nous prend. Que nous ne pas glorifier du 7 février. Et souvent nous compte au niveau des réseaux sociaux, et c'est ma grande inquiétude, des jeunes trentenaires qui n'ont pas connu ni 57-71, qui n'ont pas connu ni 71-86, ont un discours de nostalgique. Il y a montré au boulevard La Saline, il y a montré des photos. Moi, je n'ai rien contre. Donc, à votre avis, ces jeunes-là sont mal placés pour faire référence à... Non, ces jeunes ont donné à cette génération 86-2018, dont je fais partie, et dont j'assume ma part de responsabilité, et non pas ma part de culpabilité. Je prends une part de responsabilité, pas une part de culpabilité, parce que moi, je m'engage dans ma jeunesse l'a dit, nous toutes qui là, de 86 à date là, parti politique, leader charismatique, tout le monde, zéro au quotient. Parce qu'on se réfère, non pas à vous, on se réfère à avant vous. Ça veut dire que vous avez piteusement échoué. C'est après ces là qu'on vient de 2-3 ministères qui ont construit là, mais de 86 jusqu'à 2016. Ça a été fait dans le pays. Rien. 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 Yo masqué encore, Champ de Mars construit, on fait le podium pour faire musique. Or, le Champ de Mars c'était un lieu sacré de la mémoire, du patrimoine mémoriel. Un lieu sacré, comme on peut marcher pied à terre tout uni, qu'on lui fait un côté pour vacaboire, danser, chanter en permanence. On peut avoir un concert exceptionnel au Champ de Mars, mais pas qu'à transformer en art de la scène. Même si on l'aime d'arriver au côté, bah ça faut craser. Parce que nous violons Christophe, nous violons Dessalines, nous violons tout ce qui a été fait pour la construction de ce pays. Qu'est-ce qui a été fait? Bon, mon symbole qu'on est là. On a détruit le mausolée d'Estimé au bicentenaire. C'est devenu une vaste latrine pour les gens de Pour les mécaniciens. Pour les mécaniciens. On a ajouté une petite partie de l'aéroport, on a enlevé une petite partie. Qu'est-ce qu'on a foutu? On a dépensé 8 à 10 millions de dollars pour réhabiliter le Triomphe. Les couleurs, vous ne pouvez pas visiter le fermé. C'est un éléphant blanc. Qui sait quoi vous faites? C'est réhabilité ou réhabilité? Il n'y a rien. On ne peut pas s'identifier à quoi que ce soit de ces dernières années. Et on va qui clair. Non, mais un peuple se construit aussi par des liens solidaires. La solidarité et le partage. Qu'est-ce qui nous avons construit en termes de symboles unitaires? Rien. Hein? Nous détruisons monument qui était sous Portail au Ghana, où il y avait une main noire contre une main jaune. Ce n'était pas une main mulâtre, c'est une main jaune. C'était la rencontre de l'Africain avec l'Indien. Pour nous donner cette culture tout à fait originale. Nous détruisons la culture. Notre destruction, il y a un point de préoccupation pour les observateurs aussi, pour le monde d'avant 86, c'est le réflexe qui animait les jeunes de nos jours. Aucune revendication ne peut s'exprimer sans les barricades, sans les manifestations.
Parce que malheureusement, nos dirigeants ont cette particularité physique et biologique, ils n'ont pas d'oreilles, ils n'ont pas d'yeux. Ils ont seulement des oreilles pour écouter les louanges, ils ont seulement des yeux pour voir les belles choses, mais pas les horreurs. Mais est-ce que nous ne sommes pas responsables, nous ne sommes pas coupables, j'en suis dit là, mais est-ce que vous, élite du pays, vous avez quand même une grande part de responsabilité dans la formation de ces jeunes, dans l'éducation de ces jeunes, professeur? Mais l'excuse, Wendell, je le dis et je le répéterai tout le temps. Qu'est-ce qu'une élite? Une élite, c'est l'appartenance à un même groupe, défendant des intérêts communs et qui transcendent leurs divergences politiques, idéologiques, quand les intérêts communs sont là. Il y a un grand homme d'affaires dont je tairai le nom, qui avait une toux répétitive, qui a été voir son médecin en Haïti, avec des médicaments, la toux s'est arrêtée. Et quelques semaines après, la toux a recommencé. Et comme tout bon homme d'affaires, il prit son avion et alla au Jackson Memorial Hospital. Après les examens, on a vu qu'il avait des taches brunâtres sur son poumon. Immédiatement, le médecin a pensé que c'était un cancer et c'est la première fois qu'il voyait ça. On a fait des ponctions. Biopsie, non? Une biopsie, c'était de la matière fécale de T. Joseph, de T. Marinette, caca à terre. Parce que depuis 1988, à certaines heures, jusqu'à 25% de l'air que nous respirons au centre-ville est constitué de particules en suspension. Dès aussi longtemps que toute cette population du bas de la ville ne s'installe pas dans un trône blanc pour faire ses besoins, ou dans une cage fermée en tôle pour chier, ils défèquent dans des sachets noirs ou dans des styrofoams. Ça devient ce qu'on appelle, dans le langage courant, des ticaroles. Le ticarole, quand il sèche, que les murs aient 3 mètres, que vous ayez la climatisation chez vous, ticarole rentre partout. Donc que vous soyez à Thomasin, que vous soyez au centre-ville, que vous soyez Madame de Goldenberg, que vous soyez T. Joseph, vous respirez la même merde. Et la fin de l'histoire de l'homme d'affaires? Maintenant, quand il travaille au centre-ville, il met un cache-nez. Il a été traité, maintenant il a un petit cache-nez. Pour ne pas respirer, pour ne pas avaler cette chiotte de T. Joseph de Marinette. Donc voilà, c'est cette absence. Toute sa famille aussi, alors? Oui, c'est cette absence de solidarité dont on parlait au début. Donc, maintenant, voyons l'insécurité. moi, je pense qu'on pose mal le problème de la sécurité dans ce pays. On parle d'insécurité et j'ai regardé avec tristesse cette déchéance du savoir au Parlement, au Sénat, quand on parlait de sécurité publique. Moi, je suis retourné dans mes notes et dans mes livres. Le concept moderne, on parle de sûreté. Et il est clair, on ne peut pas avoir de sécurité des vies et des biens si d'autres éléments sécuritaires ne sont pas remplis. À 77% d'une population croupissant dans la misère, de quelle sécurité on me parle? On a une insécurité sanitaire. Si on tombe malade, certaines maladies, ou mourir, nous-mêmes, nous avons des amis qui doivent faire cotisation, ils vont là-bas, il y a des gens qui vont chercher avion sanitaire là tout de suite. Parce qu'ils payent 15 000 $ d'assurance internationale pour que l'avion sanitaire vienne les chercher. Donc c'est encore cette différence entre eux et les autres. Les eux ont leur avion sanitaire. Les autres crèvent. Mais ils ne savent pas, les eux, que 20 minutes, un défibrillateur, arrivé à Miami, à l'arrivée de l'avion, il est trop tard. Vous demeurez Kokobé, ou bien vous mourrez. Et on a assisté à certains cas comme ça. Donc rien comme investissement pour leur propre survie. Donc on ne peut pas parler d'élite. Une élite pense à sa survie. Une élite pense à son bien-être. Une élite qui accepte de marcher, de vivre dans les fatras. Une élite qui accepte de respirer un air. Il y a 25% de matière en suspension, dont des matières fécales, en décomposition. De quelle élite on me parle là? Donc l'élite économique n'existe pas. Moi je le dis, ils sont pires que les flibustiers. Parce que les flibustiers, à un certain moment, ont compris qu'ils devaient se transformer en boucaniers. Nous, nos hommes d'affaires et nos femmes d'affaires demeurent encore, malheureusement, des flibustiers. Ce sont des pirates des mers de la Caraïbe. Si nous prenons maintenant... Donc là, vous parlez de l'élite économique. Si nous prenons au niveau politique,
La politique est un tremplin pour arriver à changer le statut social et le statut économique. Et cette élite, entre guillemets, ces hommes et Alors, femmes... en Haïti. Ces hommes et femmes politiques, quand ils arrivent à un niveau, ils changent d'amis. Ils habitaient, moi je crois que j'ai connu beaucoup de sénateurs, députés qui habitaient dans la région de Carrefour, ils ont tous abandonné leur maison, soit ils habitent maintenant Belleville, ils habitent Viva Mitchell, ils habitent Thomas, il y en a qui étaient à Delma 24, Delma 18, qui ont fait tout ça. Ça ne dérangerait pas si vous dites Vivi Mitchell? Non, il faut bien dire ça, parce que quand ils parlent, ils ne disent pas Vivi Mitchell. L'ascension est telle, ils sont en train d'inventer une sonorité différente. C'est Vivi Mitchell. Et l'Américain dirait quoi, lui? Des cons qui habitent là. Et ils arrivent à fréquenter les autres, ils envoient leurs enfants dans des écoles étrangères, parce qu'ils ne veulent pas que leurs enfants fréquentent ces jeunes qui viennent de la classe moyenne, dans les écoles qu'on organise réputées ou dans les écoles haïtiennes. Ils vont dans les écoles françaises, donc fréquentent des enfants d'ambassadeurs s'ils sont là, ou des enfants de l'élite. Et ils espèrent un jour arriver à consacrer leur rêve de Dessalines ou Pétion pourrait épouser Marie Célie. Ou Pétion pourrait épouser Marie Célie. Mais ils ne pensent pas que leurs enfants n'arriveront pas là. Donc on les reçoit. Et quand ils rentrent dans certaines fêtes, on les regarde. Ils sont le moucheron. Pour me traduire, pour tout le monde comprendre, c'est la mouche qui débarque dans la fête. Ils se gonflent, ils se sentent, ils parlent fort. Ils ont des gestes démesurés, ils achètent de grosses cylindrées, ils parlent fort, ils mettent beaucoup de parfums, leurs femmes portent énormément de bijoux, leurs femmes se déguisent aussi avec un tas de vêtements qui ne sont pas faits pour la corpulence et la dimension de la femme haïtienne, parce que la femme haïtienne est une femme épanouie, elle n'est pas une femme squelettique. Donc ils achètent des vêtements faits pour des femmes squelettiques occidentales, donc elles sont boudinées, même tellement boudinées qu'elles ne ressemblent même pas à des saucisses vulgaires, mais elles ressemblent à autre chose. Donc on n'a pas d'élite politique. Au moins jusqu'à un certain moment, il y a toujours eu des politiciens. Alors, à votre avis, qu'est-ce qui existe? Je vais terminer. Il y a des politiciens corrompus, mais pas à ce niveau. L'élite intellectuelle. Bon, écoutez, tous ceux qui critiquent de la majorité, d'accord, ont été chefs de cabinet, directeurs de cabinet toute leur vie. Moi, je l'ai été une fois pendant 15 mois. Et je suis parti dans l'honnêteté avec Daniel Elie. Parce que je ne pas voulu député et sénateur comme. Nous sommes partis dans la dignité et le respect de nous-mêmes. Donc, où on est nègre, j'ai pas que ça. Donc, où changer, où on élite intellectuelle, qui rampe. Quand histoire vie nègre qui est sous ces là, ils ont passé leur vie comme directeur de cabinet, chef de cabinet. Pendant 20 ans, 25 ans. Mais qu'est-ce qu'ils ont apporté à ce pays? C'est comme si... Parce que si au monde, on a la valasse, s'il y a 3 enfants de Velia Roberts qui mourent, quel que soit le monde qui orchestre le crime, ça, il faut compter. Qu'au PHTK, que nous prenons 3 rapports qui fait sur, j'ai éclairé, NDDH, cadre, où on a une variation entre 27 à 70 morts. Quand on mange gras dans le PHTK, ou pas qu'à banaliser ça dans l'émission Radio Caraïbe, qui a pas eu tous ces morts dans la presse, même s'il y a un mort, c'est déjà trop. Les gens n'ont pas mourir dans le cabane, c'est assassiné. Donc ce sont des gens qui n'ont pas de squelette. Où t'es qu'on allait dans le monde, à tirer festival chaque mal. Où je suis un petit couleur violet la Madeleine. Oui. La Madeleine, non, tout à fait inoffensive. L'aile où elle est tellement peur, les camper sous gueule. Et la Madeleine, c'est on rampant. Nos politiciens, parfois, ne sont même pas de la Madeleine. Ils sont des vers de terre. La posture debout n'existe pas pour eux. Ou pas qu'à dire, moi, justifier ça qui passait la saline. Ou pas qu'à dire, moi, justifier ça qui passait c'est de Dieu. Ou pas qu'à dire, moi, justifier ça qui Cité Soleil. Ou pas qu'à dire, moi, justifier ça qui Place Calboire. Ou pas qu'à dire, ça qui Solino. Ou pas qu'à dire, Solino, on pile fatra qui a 5 ans là. Parce que on n'est cache ton terre quand on est fatra en général. Monsieur construit propriété là, il n'a pas accès à fatra encore. Depuis 5 ans, fatra là. Il va faire. Il va mouche. Il va avoir accès à l'espace là ou bien? Il va avoir accès à l'espace là. Côté où il jeté fatra, camion va avoir accès. Outre le trop petit. Donc il va y ramasser. Il va mouche, il va faire, il va maladie, il va tout bagaille. Mais comme qu'on y a d'opinès guéricida, peut-être que Ravette vert qui fait dans fatra a guéri dont mallette, a guéri de la sottise et de l'ignorance. L'opre même intellectuel, ils sont partout. Ils n'ont pas de colonne vertébrale. J'oublierai jamais cette scène qui a marqué ma vie. Ma vie d'intellectuel, de monde qui a fait effort pour le lire et comprendre ça que dans nos sociétés. Quand tu es les premiers boat people asiatiques,
crise humanitaire, et Giscard d'Estaing président. Kouchner monte au créneau pour amener ses premiers gens à s'installer en France. Opposition formelle du gouvernement français, du président français. Et il y a Glucksmann, un philosophe français, qui a été chercher les deux monstres sacrés de l'intellectualité française. Raymond Aron et Jean-Paul Sartre. Mais deux frères ennemis. Aron qui a été toujours de droite et Sartre qui se disait de gauche. De gauche. Mais qui a été de gauche par un moment qui a laissé tomber. Il fallait les mettre ensemble. Il fallait que ces deux monstres sacrés se présentent à l'Élysée. Glucksmann Albert, au moment où il dit ça, d'accord déjà. Glucksmann Albert, ça, au moment où il dit Glucksmann arrivé déjà. Glucksmann avait mesuré 2,6 m. Et Aron et Sartre n'arrivaient pas à 1,60 m. Ils voient cette image de ces gens rentrer à l'Élysée. Et le peuple français a supporté ces deux icônes du savoir, ces deux icônes de l'intellectualité. La même chose, malgré qu'il a dévié, quand Bernard-Henri Lévy, avec les intellectuels de gauche français, ont demandé au président Mitterrand, en voyage officiel en Égypte, qu'il l'attendait à Sarajevo. Et il y a un violoniste qui s'est installé sur une pile de gravats et qui jouait Alléluia de Handel. Quand Mitterrand a décidé de répondre à cet appel, parce que la France était debout derrière ces intellectuels, pour une cause humanitaire commune. Pas de homme de droite, homme de gauche. Mitterrand a décidé d'absolument en Égypte de directement. Son état-major de sa sécurité, l'armée dit, monsieur, non, on est entré en France, on a organisé voyage en 5 jours. Monsieur dit, votre métier, c'est d'organiser ma sécurité. Mon métier à moi, c'est d'assumer mes risques politiques. Et il a été à Sarajevo. Et on a eu quand même une accalmie, une paix, une trêve qui a été signée. Et c'est ça, cette dimension que nous n'avons pas. Nous n'avons pas cette dimension de l'humain en tant qu'humain, non pas en fonction de ce que la personne a dans ses poches. Nous n'avons pas d'hommes politiques, parce que les hommes politiques sont là pour s'enrichir, pour changer de statut, pour sortir de... Excusez-moi, je ne veux pas être vulgaire, je ne veux pas détruire personne, de sortir de Timari, dès qu'on prend pour 5 gouttes, pour qu'on y aille dans le restaurant Pétionville, pour y aller dire ça, je suis avec Madame de Goldenberg. Or, les femmes de Pétionville, nous les connaissons. Il y a toute une liste sur les réseaux sociaux qui sont spécialisées dans la récupération de ces petits députés, de ces petits sénateurs, de ces petits connards. Ils ont vu une maîtresse avec ça au fier. Après 4 mois au dépouillé, au lago, quand on sac fatra dans l'arrière. Et ils sont fiers quand même, et ils recommencent. Nos hommes d'affaires ignorent qu'il y a la pauvreté. Qui ont qu'à prendre un monde qui a produit en l'huile, nos entreprises en Haïti ont l'huile cosmétique. Ils ne pas cache ton galon dans l'arrière pour le faire manger les mêmes. Parce que le pas fait comme ça par jour. Galon l'huile vend 450 gouttes, 500 gouttes, il fait 400 gouttes par jour. 2 ou 3 points pour terminer, Auguste Demeza. On est sobre pour la question ça. Personne ne va connaître exactement qui est Auguste Demeza. Vous êtes de quel côté? Vous êtes de gauche, de droite? Vous êtes... Dites-moi. Là, vous me rendez mal à l'aise. Bien content que moi, au même fois sourire, parce que toute émission, vous avez même l'impression très tendue. Non, vous faites me sourire parce que, bon, quand j'étais jeune, comme tout jeune, dans cette période de 18-19 ans, j'ai côtoyé des cellules communistes. J'écoutais Radio Moscou avec cette voix forte d'une grande personnalité, René Théodore, qui animait cette émission vers les 2 heures. Et nous allions nous cacher dans les hauteurs de Pétionville, à Montagne-Noire, qui n'était pas encore aussi dénudée, avec une radio... Radio Pétrel. Et après, j'ai été membre d'un petit groupe qui était du côté de Nahuel Nazon. Et je n'oublierai jamais. T'es gon Macoute qui était gon maîtresse dans une zone où ça nous Macoute le cap venu avec des amis parce que c'était fait, il t'a pas fait fête qu'à maîtresse. On a laissé radio, sociaux, chemise et tout. Et nous boisons. Oui, je l'assume, oui, j'ai été communiste et j'en étais fier. J'ai eu comme modèle non seulement les écrits, mais aussi Fidel Castro. Mais vous n'êtes pas un anarchiste. Celui de Hanoï. Non, un communiste n'est pas un anarchiste. Non, je vous pose la question. Avec le temps, j'ai évolué. J'ai lu Schumpeter, Capitalisme, Communisme et Socialisme. Ça a mûri et je crois que je suis fondamentalement maintenant un socialiste. Je ne suis pas là pour dépouiller personne de sa fortune. Je ne suis pas là pour critiquer la fortune de quiconque. Je tiens un discours, il faut qu'il y ait une politique d'équité. Si quand j'étais communiste, je me battais pour l'égalité, et j'ai compris à la longue que l'égalité est un rêve.
Voilà, maintenant, je me bats pour l'équité. Je me bats pour le sens du respect de l'autre. Je me bats pour la dignité individuelle. Pour que nos jeunes filles, mineures ou adultes, ou femmes, jeunes, garçons ou filles, arrêtent de vendre leur corps avec l'autorisation de leurs parents parce qu'ils ne peuvent pas manger. Je voudrais que nous ayons des écoles. Il y a dans tous les pays du monde, il y a des écoles d'excellence. Il y a Philippe le Grand en France, qui est une référence internationale, mais je ne veux pas non plus qu'il y ait des écoles où l'enfant vient avec un bloc 15 pour pouvoir s'asseoir, tandis que l'État gaspille 80 000 $ en achetant des voitures de luxe à donner à des cons et à des connes. Voilà, moi je demeure fondamentalement un socialiste, et je crois et je nourris un rêve profond. Est-ce qu'on peut? Moi j'aimerais bien, du haut de mes 63 ans, je ne sais pas, le départ est plus proche que loin, c'est la loi de la vie. Que je vive 20 ans, j'ai déjà 63. Donc je vivrai moins longtemps que ce que j'ai actuellement. J'aimerais bien voir au moins mon pays s'engager dans la voie d'un changement. Et on parle, il y a les grands intellectuels parleront d'un changement paradigmatique. Moi je dis d'un changement humain. Humain, on aura humanité, humanisme et humanitude. Est-ce que c'est le souhait de fin d'année, vos souhaits de fin d'année? Ce sont là vos souhaits de fin d'année? En guise de dernier mot, professeur. Moi, je dirais que n'ayons pas peur de nous rencontrer, malgré nos divergences, malgré nos différences. Et je vous souhaite à tous, la Noël est une fête familiale. Ce n'est pas une fête obligatoirement d'abondance, c'est une fête de partage et de solidarité. Soyez solidaires. Achetez un sac de riz, faites des petits paquets, achetez des paquets de spaghettis, donnez à ceux que vous pouvez, pour qu'eux aussi ils aient une Noël digne, etc. Moi, je me permettrai aussi d'inviter les gens qui sont intéressés à une foire des cadeaux organisée au 8e étage du ministère du Commerce et de l'Industrie. Oui, je suis consultant auprès du ministre du Commerce pour revaloriser l'artisanat de ce pays. Mais je garde ma liberté, ma liberté de penser et ma liberté de dire. Ceux qui disent qu'on m'a acheté pour un poste au ministère du Commerce, j'assume et je l'affirme devant vous tous. Oui, je suis consultant auprès du docteur Ronel Gilles pour la revalorisation de l'artisanat. Le premier acte, c'est cette foire des cadeaux au ministère du Commerce au 8e étage. Venez, c'est libre. On va avoir aussi des ateliers sur l'économie de l'artisanat. Et j'espère, et je me bats pour ça, mon cher ami, en janvier, tu seras à mes côtés pour inaugurer la première boutique d'intrants pour les artisans de Chagall. Si je peux apporter ça, ce peu, à ces artisans, je serai déjà fier d'avoir accompli quelque chose. Je serai toujours responsable, mais ma culpabilité réduira. On pourra trouver ce genre de... Oui, c'est fabriqué par des jeunes qui sont encadrés par la Chambre des métiers et de l'artisanat ici. Il y a de très belles choses. Donc on va permettre au public de jeter un coup d'œil rapidement. Hein, oui. Parce qu'apparemment c'est beau. Ouais, apparemment, il ne m'appartient plus. C'est mon cadeau de Noël à mon ami de 2006, Wendell Théodore. Faut me dire ça. C'est très beau, vous voyez. Il y a des noirs, il y a des rouges. Et il y a Haïti, si vous voulez, vous pouvez faire écrire votre nom dessus. Que ma fille va très certainement réclamer à son arrivée. Dès dimanche. Dès dimanche. Merci infiniment, Joyeux Noël, Auguste de Meza. Nous étions très contents, nous avons passé un très bon moment et ça a été agréable pour le public de Métropole. Merci infiniment d'avoir accepté avec promptitude l'invitation de Métropole. Je ne saurais ignorer l'importance de cet espace dans la radiophonie haïtienne. Je salue la famille Willmayer et particulièrement Richard qui a eu un moment malheureux en 2018. Et je crois qu'avec sa ténacité et son goût de vivre, il va passer à travers. On n'oublie pas, mais on est condamné à passer à travers. Je saluerai aussi mon vieil ami Joël qui va nous offrir une 10e ou une 11e édition du Festival international de jazz de Port-au-Prince. Je crois que ce sont ce type d'initiatives qui doivent durer et qui doivent nous permettre de nous identifier en tant qu'humains dans le sens du partage, de la solidarité. Merci encore une fois, professeur. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de l'accueil. Le professeur de Meza était avec nous ce matin. Passez une bonne journée, un bon week-end, surtout un joyeux Noël avec Métropole. Et à lundi. Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Le Point est une courtoisie de MSC Trading et la BNC. Le plan épargne retraite BNC, une assurance pour votre famille et vos employés.